Yo les gars, c'est AD10 et j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement, on se retrouve pour le débrief de la Coupe du Monde des clubs. Donc, après avoir fait mes prédictions sur chaque tour de la Coupe du Monde des clubs, après avoir fait pas mal de vidéos sur cette Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde des clubs est terminée, la saison en entière est terminée. Donc c'est le moment de dresser un bilan sur cette compétition, les surprises qu'il y a eu, les grands matchs, les grands événements, tout ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde des clubs. Après, il y aura d'autres vidéos qui arrivent, notamment avec la continuité des vidéos où je juge les mercatos des équipes actuelles. Donc normalement aujourd'hui, à cette vidéo-là, je pense jeudi, il y aura une vidéo où je donne mon avis, mon analyse sur les recrues d'Arsenal. Et après, soit samedi ou soit la semaine prochaine, il y aura mon top 30 Ballon d'Or, vu que la saison est terminée. Je tiens à dire aussi que je partirai en vacances samedi. Je partirai en vacances samedi une petite semaine. Donc pendant une semaine, il n'y aura pas de vidéo, je pense. Ou peut-être qu'une seule. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça vous plaît. Go vers les 130 abonnés. Là, le soutien en ce moment est dingue. Les vidéos, notamment le mercato idéal du Real ou même mon avis sur Liverpool, ont bien marché à mon échelle. Donc, je suis très content. Donc, on est parti pour ce débrief de cette Coupe du Monde des clubs et on va directement commencer par les phases de poule avec le groupe A qui était composé de Porto, Al-Ahly, Miami et Palmeiras. Au final, moi, j'avais prédit Porto premier, Miami deuxième, Palmeiras troisième et Al-Ahly quatrième. Au final, Palmeiras a fini premier. L'Inter Miami deuxième à égalité avec Palmeiras, mais à la différence de but, Palmeiras a été devant. Porto a fini troisième et Al-Ahly quatrième. Donc, déception, Porto. Belle déception quand même, Porto, parce que je les voyais quand même bien dominer ce groupe. Ça restait quand même une équipe européenne, portugaise, qui était souvent très bien, qui joue les Coupes d'Europe. Ces dernières années, ils ont beaucoup joué la Ligue des Champions. Cette année, ils ont joué la Ligue Europa. Et pourtant, ils n'ont même pas gagné un match de cette Coupe du Monde des clubs. Ils ont fait match nul 0-0 contre Palmeiras. Ils ont perdu 2-1 face à Miami. Et ça, c'est une grosse surprise. 2-1 face à l'Inter Miami. Et ils ont fait match nul 4-4 face à Al-Ahly. Donc Porto, belle déception. Al-Ahly, en vrai, je les voyais dernier. Donc il n'y a pas trop de surprise. Ils ont quand même réussi à faire match nul face à Miami et à Porto. Donc ils n'ont pas non plus déçu, je pense. Ils ont quand même fait 2 matchs nuls face à Porto et Miami. De Al-Ahly, ok. Porto, assez déçu collectivement, mais il y a quand même 2 joueurs qui ont fait de belles compétitions. Dont un joueur que j'aimerais bien voir au PSG, c'est Martin Fernandes. Martin Fernandes, qui n'a pas beaucoup joué dans cette Coupe du Monde des clubs, mais Martin Fernandes, j'espère qu'il va arriver au PSG, ce latéral droit un peu hybride, latéral très offensif, un peu à Alexander Arnold, 19 ans, portugais. C'est vraiment un joueur très intéressant. Donc pourquoi pas le voir au PSG, vu qu'on veut un latéral droit. Donc Martin Fernandes, j'ai hâte de voir. Mais après, les 2 meilleurs joueurs de Porto, je dirais, dans cette compétition, c'était vraiment... c'était AGOA, évidemment. Parce qu'il a quand même fait une grosse Coupe du Monde des clubs. 3 matchs de but. Samuel AGOA, bon. Maintenant, il veut plus qu'on l'appelle par son nom, mais ceux qui ne le connaissent pas sur ce nom-là, c'était avant Omar Dion, qui a fait une top saison à Porto, 27 buts, dont 2 en Coupe du Monde des clubs, alors qu'il s'est fait éliminer en phase de poule, donc c'est très bien. Il y a aussi évidemment eu Rodrigo Mora. Rodrigo Mora qui a fait aussi une très belle compétition. Il a marqué un but quand même. Et surtout dans le jeu, c'est vraiment un super joueur. Je le trouve encore un peu frêle. Et c'est pour ça que même si beaucoup de joueurs le veulent au PSG, c'est pour ça que moi je ne le veux pas tout de suite en tout cas. C'est parce que je le trouve encore un peu trop frêle physiquement. Un peu trop frêle physiquement. Il manque encore de physique, de bagage technique, d'expérience. Il est encore très très jeune, 18 ans. Donc moi j'aimerais bien encore le voir au moins une saison de plus à Porto. Mais en tout cas, Rodrigo Mora, très très bon joueur prometteur. Mais Porto, en collectivement, c'est une déception. L'Inter Miami qui a fait le principal, hein, se qualifier, qui était l'objectif principal, se qualifier. Donc ça, ils ont réussi à le faire. Mais après, honnêtement, ils font 0-0 match nul face à Al-Ahly. Donc déjà, le premier match est très décevant parce qu'on les voyait gagner ce match. Et au final, ils font match nul. Et dans le jeu, Al-Ahly a dominé. Donc le premier match, l'Inter Miami est dominé et ne gagne pas. Le deuxième match face à Porto, il le gagne 2-1 grâce à Lionel Messi qui met un sublime coup franc majestueux. Le seul but de Messi dans cette compétition, mais il est magnifique.
C'est clairement ce but qui qualifie Miami en huitième, donc bravo Messi pour ça. Mais dans le jeu, encore une fois, Porto aurait mérité de gagner. Et contre Palmeiras, ils font 2-2. Et c'était encore assez équilibré. Et contre le PSG, ils se sont fait terrasser 4-0. Vraiment, je dirais un flop de cette compétition, je dirais vraiment Luis Suarez. Parce qu'il a marqué un but, oui, mais même ce match contre le PSG a prouvé que Luis Suarez n'avait vraiment plus le niveau. Alors que Lionel Messi, lui, a 38 ans, certes, mais il a sorti une belle Coupe du Monde des clubs. Certes, en statistique, c'est pas la folie. 4 matchs, 1 but, 0 passe D. C'est pas fou. Mais son deuxième match face à Porto, il met le but de la victoire. Et son match contre le PSG, c'est le meilleur joueur de Miami. Il fait quand même une belle compétition. Et pour moi, sur cette compétition, Lionel Messi a prouvé pour moi qu'il avait encore le niveau de très bons clubs européens. Vraiment, il a encore un très bon niveau, Lionel Messi, à son âge. Et premier du coup qui a fini premier, Palmeiras, qui a fait match nul face à Porto, qui a gagné 2-0 face à Al Ahly et qui a fait match nul 2-2 face à Miami. Donc ok. Donc dans le groupe A, il y a quand même eu quelques surprises avec cette équipe de Porto très décevante. Et cette équipe de Palmeiras et de Miami qui ont réussi à profiter de cette situation. On passe au groupe B qui était composé de l'Atlético Madrid, du PSG, de Botafogo et de Seattle. Au final, Seattle a fini dernier avec 0 points. C'est ce que j'imaginais. Ils ont perdu respectivement 3-1 face à l'Atlético Madrid, 2-0 face au PSG et 2-1 face à Botafogo. Donc 3 défaites. Pas des défaites ridicules en vrai. Ils n'ont pas pris de rouste, ils n'ont pas pris de déculottés, ils n'ont pas pris des 5-0 quoi. Mais ils ont quand même perdu. Mais ils n'ont pas été dégueulasses. L'Atlético Madrid, la grosse déception de cette phase de poule, vraiment en globalité. L'Atlético Madrid qui s'est fait éliminer en phase de poule. Ils ont perdu 4-0 face au PSG d'entrée de jeu. Après, ils ont certes gagné 3-1 face à Seattle et gagné 1-0 face à Botafogo grâce à notamment un but de Antoine Griezmann. Mais à cause de cette défaite contre le PSG, en plus avec 4 buts d'écart, à la différence de but, ils se sont fait éliminer à la différence de but. Avec 6 points, certes, mais ils se sont fait éliminer à la différence de but. L'Atlético Madrid, une vraie déception. Botafogo qui finit du coup deuxième à la différence de but devant l'Atlético, qui a fait vraiment une belle compétition hein, et une belle phase de poule. Ils gagnent 2-1 face à Seattle, pas de surprise. Énorme surprise, ils gagnent 1-0 face au PSG et ils perdent 1-0 face à l'Atlético Madrid, mais pendant 80 minutes, il y avait 0-0. Donc Botafogo qui a vraiment été assez surprenant je dirais. Et le PSG qui fait une phase de poule moyenne, évidemment, le principal est fait. Ils sont qualifiés en étant premiers. Mais à la différence de but, il y a cette victoire 4-0 face à l'Atlético Madrid qui est amplement méritée. Magnifique match, un récital offensif. Après, il y a une défaite contre Botafogo assez frustrante avec un Botafogo qui jouait bloc bas et le PSG qui n'a pas réussi à revenir dans ce match. Et après, ils ont gagné 2-0 face à Seattle, mais c'était un match où on a senti que le PSG était vraiment émoussé physiquement, vraiment fatigué, mais ils ont quand même réussi à gagner 2-0. Donc vraiment, il y a eu quand même deux grosses surprises dans cette phase de poule. C'est l'élimination de l'Atlético Madrid, très décevant, et la victoire de Botafogo face au PSG, sûrement la plus grosse surprise de ces phases de poule. Mais le PSG qui finit quand même premier au final. On passe au groupe C, qui était composé du Bayern Munich, de Boca Juniors, de Benfica et de Auckland City. Donc Auckland, malheureusement pour eux, après c'était pas des joueurs professionnels, mais ils sont pris 2 fessées. 10-0, 10-0 face au Bayern, le plus gros écart de cette compétition. 10-0 face au Bayern, 6-0 face à Benfica. Et après, ils ont réussi quand même à sauver l'honneur avec un match nul, un partout face à Boca Juniors. Donc ils finissent quand même plutôt bien avec ce match nul face à Boca Juniors. Mais voilà, Auckland après, c'est pas très surprenant. Boca Juniors qui finit troisième. Je suis un peu déçu de Boca Juniors parce que moi je voyais un peu plus En fait, moi je voyais Benfica, Boca Juniors. Je voyais Benfica finir deuxième et Boca Juniors troisième. Mais je voyais quand même une vraie bataille entre les deux équipes. Je voyais un Boca Juniors. Moi, je voyais le Benfica finir premier. Enfin, premier entre les deux. Mais je voyais quand même Boca Juniors réussir à mettre à mal cette équipe de Benfica. Et au final, j'étais quand même assez déçu de cette équipe de Boca Juniors. Notamment sur le dernier match face à Auckland. Ils font match nul, le premier match 2-2 face à Benfica dans un sublime match très serré entre les deux équipes.
Après, ils arrivent à quand même perdre que 2 buts à 1 face au Bayern. Donc, ils font 2 premiers matchs où, certes, ils prennent que 1 point, mais où ils sont bons. Mais face à Auckland, ils font un partout. Alors que Benfica leur a mis 6-0, le Bayern 10-0. Et Boca Junior fait match nul. Donc, j'étais assez déçu quand même. Mais Boca Junior, qui du coup finit troisième, Bayern qui finit deuxième et Benfica premier. Les deux équipes étaient... le Bayern avait 2 points d'avance sur Benfica au début de la troisième journée. Troisième journée, Benfica-Bayern. Benfica qui a réussi à gagner 1-0. En étant dominé, mais ils ont été très efficaces et ils ont réussi à marquer et à mettre après un bloc bas en place pour pas que le Bayern puisse marquer. Du coup, Benfica a fini premier devant le Bayern. Donc ça, c'est la plus grosse surprise de ce groupe. La déception, c'est Boca Junior qui n'a pas été au niveau auquel je l'attendais. Et Benfica qui a réussi à battre le Bayern et du coup qui finit premier devant le Bayern Munich. On passe au groupe D qui était composé de Flamengo, de l'Espérance Tunis, de Chelsea et de Los Angeles FC. Donc, au final, Los Angeles FC a fini quatrième, donc assez déçu de cette équipe. Équipe de MLS qui, moi, je voyais quand même finir troisième et mettre quand même être un peu l'équipe trouble faite entre Chelsea et Flamengo. Je voyais quand même Los Angeles quand même finir troisième. Au final, ils ont fini quatrième avec qu'un seul point remporté. Donc j'ai été très déçu de cette équipe de Los Angeles quand même. L'Espérance Tunis qui a fini troisième, mine de rien. Donc assez surpris quand même. Au final, ils perdent 2-0 face au Flamengo. Ils gagnent face à Los Angeles FC. Et ils font une défaite 3-0 face à Chelsea. Mais ils n'ont pas démérité. Le score était un peu trompeur. Parce que certes, ils ont perdu 3-0 face à Chelsea. Mais dans le jeu, Chelsea ne réussissait pas non plus à dominer vraiment cette équipe de l'Espérance Tunis. Donc l'Espérance Tunis, une assez belle surprise quand même. Chelsea qui a fini deuxième et Flamengo premier. Donc ça, c'était quand même une belle surprise. Et c'est notamment grâce à la victoire de Flamengo face à Chelsea. Chelsea et Flamengo avaient 2 victoires chacun. Et le Flamengo a réussi à battre 3-1 Chelsea. Donc c'était complètement mérité. Donc Flamengo qui a fini premier devant Chelsea, deuxième. Donc déception de ce groupe, je dirais Los Angeles FC. La surprise, Flamengo, Espérance Tunis. Flamengo parce qu'il finit premier et bat Chelsea. Et l'Espérance Tunis parce qu'ils ont quand même réussi à finir troisième en n'étant pas ridicule face à Chelsea et Flamengo. On passe au groupe E qui était composé de l'Inter Milan, de River Plate, de Monterrey et de Urawa. Donc quatrième c'était Urawa qui a fini dernier avec 0 points, 3 défaites. Une défaite 3-1 face à River Plate, une défaite 2-1 face à l'Inter Milan et une défaite 4-0 face à Monterrey. Donc Urawa qui a quand même été assez décevant. Mais ils ont quand même réussi à bien tenir en échec cette équipe de l'Inter Milan. Ils auraient pu accrocher le match nul face à l'Inter Milan, mais sinon ils étaient quand même assez décevants. River Plate, j'étais quand même très déçu de River Plate parce que moi River Plate, je les voyais finir premier de ce groupe. Alors notamment à cause de la fatigue de l'Inter, je voyais River Plate finir première. Et malheureusement, ils n'ont même pas fini deuxième, ils sont finis troisième avec 4 points. Une victoire, 3-1 face à Urawa. Match nul 0-0 face à Monterrey et cette défaite 2-0 face à l'Inter. Dans le jeu, ils n'ont pas été ridicules, notamment face à l'Inter. Ils perdent 2-0, mais dans le jeu, ils auraient mérité de au moins faire match nul, voire gagner, parce qu'ils ont vraiment bien maîtrisé, bien dominé le match face à l'Inter Milan. Mais l'Inter Milan était très efficace. Donc assez déçu quand même de River Plate, que je voyais se qualifier, même premier. Au final, ils finissent troisième avec un Mastantuono qui n'était pas à son top niveau. Pas de but, pas de passe D pour lui, donc c'est assez dommage. Monterrey qui a profité de tout ça pour se qualifier avec une victoire, match nul, un partout face à l'Inter, un match nul 0-0 face à River Plate, une victoire écrasante 4-0 face à Urawa. Donc c'était un Monterrey assez surprenant quand même, l'équipe de Sergio Ramos, et l'Inter Milan qui finit premier avec 7 points. Mais tous leurs matchs n'ont pas été faciles. Premier match, ils font match nul face à Monterrey. Deuxième match, ils gagnent 2-1 face à Urawa, mais ils gagnent à la dernière minute. Et le troisième match, ils gagnent 2-0 face à River Plate, mais River Plate dominait le match. Donc un Inter qui se qualifie, certes premier avec 7 points, mais vraiment très décevant quand même dans le jeu. Groupe F, Dortmund qui a fini premier avec 7 points. Ils ont fait une victoire face à Ulsan, une victoire face à Mamelodi, de justesse en plus, 4-3. Et un match nul face à Fluminense où Fluminense aurait mérité de gagner. Fluminense, eux, qui ont fini deuxième à cause notamment de leur match nul face à Mamelodi et Dortmund.
Et Mamelodi, eux, qui finissent troisième avec 4 points quand même, j'étais assez surpris. Ils ont quand même réussi à perdre que 4-3 face à Dortmund. Ils ont réussi à faire match nul face à Fluminense et à battre Ulsan. Et Ulsan, du coup, qui finit dernier avec 0 points. Le groupe G, qui était composé de City, de Al Ain, de Wydad Casablanca et de la Juventus. Malheureusement, j'étais assez déçu d'ailleurs, et même pour mes amis marocains. Le Wydad Casablanca, le Wydad qui a fini malheureusement dernier avec une défaite 2-0 face à City, une défaite 4-1 face à la Juve, et une défaite même au troisième match 2-1 face à Al Ain. Donc c'est assez dommage, j'étais assez déçu parce que je les voyais finir troisième et quand même jouer un peu ce rôle d'outsider face à City et face à la Juve. Malheureusement, ils n'ont pas été au rendez-vous. Ils avaient fait un bon premier match face à Manchester City dans le jeu. Ils avaient réussi à pas être ridicules. Mais après, sur les deux derniers matchs, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Donc le Wydad qui a fini quatrième. Al Ain qui a fini troisième grâce à leur victoire face au Wydad. Ils se sont pris deux belles baffes face à City et la Juve. Ils ont pris quand même 5-0 face à la Juve et 6-0 face à City. Donc ils se sont fait défoncer deux fois. Mais ils ont quand même réussi à battre le Wydad et finir troisième du coup. La Juve qui finit deuxième avec deux belles victoires, de très belles victoires. 5-0 face à Al Ain et 4-1 face au Wydad. Et ils ont perdu 5-2 face à City après. Mais la Juve qui était assez rassurante et assez surprenante dans cette phase de poule, qui a quand même bien dominé leurs équipes. Seulement face à City, ils ont réussi à perdre 5-2. Mais c'était une équipe remaniée de la Juve, donc voilà. Et City qui a fini premier, qui était la seule équipe à faire un 9 points sur 9. La seule équipe à faire un perfect dans cette phase de poule, c'était City. 3 victoires sur 3. Victoire 2-0 face au Wydad, 6-0 face à Al Ain et 5-2 face à la Juventus. Donc un City très très bon. Le groupe H, le dernier groupe qui était composé du Real Madrid, de Salzbourg, de Pachuca et de Al Hilal. Pachuca qui a fini dernier avec 0 points. Salzbourg qui a fini troisième avec 4 points. Al Hilal qui a fini deuxième avec 5 points. Et le Real Madrid qui a fini premier avec 7 points. Donc c'est le seul groupe où j'avais eu tout bon dans mes prédictions. Dans toutes les prédictions que j'ai fait dans les groupes, c'est le seul groupe où j'ai eu tout bon. Le Real premier, avec un match nul face à Al Hilal. Mais sinon, deux très bons matchs face à Pachuca, ils ont gagné à 10 contre 11. Et face à Salzbourg, ils ont sorti un top match. Al Hilal qui a réussi à tenir en échec le Real Madrid et qui après fait une victoire face à Salzbourg et une victoire face à Pachuca et un match nul face à Salzbourg. Salzbourg qui a quand même été à la hauteur de ce que j'attendais, c'est-à-dire une équipe décevante. Ils auraient carrément eu leur carte à jouer, mais ils l'ont pas saisie. On passe au huitième de finale. Huitième de finale, Inter Milan Fluminense. Je l'avais dit. 2-0 pour Fluminense. Je l'avais dit dans ma vidéo prédiction des phases de poule et des huitièmes de finale. J'avais dit que je voyais Fluminense gagner 2-0. Et voilà. Fluminense qui gagne. Manchester City Al Hilal, bon là c'était vraiment la grosse surprise, je voyais City défoncer Al Hilal et au final Al Hilal, énorme surprise qui arrive à battre Manchester City. Donc là déjà deux énormes surprises en huitième de finale, l'Inter Milan éliminé par Fluminense et Manchester City éliminé par Al Hilal. Donc en quart de finale on a eu un Fluminense Al Hilal, c'était une dinguerie. Palmeiras Botafogo, un duel 100% brésilien, les équipes brésiliennes qui ont vraiment été très très fortes dans cette Coupe du Monde des clubs. Palmeiras qui a gagné 1-0 face à Botafogo et Benfica Chelsea. Victoire 4-1 Chelsea. Une victoire assez méritée en vrai de vrai. Avec notamment le dernier match d'André Di Maria à Benfica. C'était le dernier match de Di Maria avec Benfica. D'ailleurs, Di Maria qui a sorti une top Coupe du Monde des clubs. 4 buts. 4 buts en 4 matchs. Dernière compétition. Dernière grande compétition de Di Maria en club avec Benfica. Son dernier match avec Benfica, il arrive encore à marquer. Donc très très bonne compétition de Di Maria. Qui part sur une bonne note quand même. Chelsea qui se qualifie en quart, donc on aura un Palmeiras-Chelsea en quart. De l'autre côté du tableau, on a un PSG-Inter Miami, 4-0 pour le PSG. Une déroute, aucun débat possible. Messi était vraiment tout seul. Après, on a eu un Flamengo-Bayern Munich, où le Bayern a gagné 4-2 face à Flamengo. Flamengo qui n'a pas été ridicule. Vraiment, Flamengo qui a été une équipe assez surprenante, qui a réussi à battre Chelsea, qui a fini première de leur groupe, et qui ont réussi à pas être trop dominé par le Bayern. Ils ont perdu 4-2, donc c'est l'équivalent d'un 2-0. Le Real Madrid qui a gagné 1-0 face à la Juventus. Donc je trouvais que c'était une victoire assez méritée. La Juve qui n'a pas été ridicule, avec qui ils disent
Ils disent, les gars, quel joueur. Ah, les gars, c'est une dinguerie. Vraiment super joueur. Mais le Real Madrid qui a quand même réussi à se qualifier 1-0. Avec notamment le retour de Kylian Mbappé qui était revenu sur le banc après sa gastro. Et Dortmund qui a réussi à gagner 2-1 face à Monterrey assez difficilement. En quart de finale, on a eu Fluminense à Hilal. Un quart de finale vraiment que personne n'aurait prédit. Et Fluminense a gagné 2-1 alors que moi je vais gagner à Hilal. Et Palmeiras-Chelsea, une victoire 2-1 de Chelsea. Donc du coup en demi-finale, Chelsea-Fluminense. Et de l'autre côté, PSG-Bayern, victoire 2-0 du PSG. Dans la difficulté, à 9 contre 11. Mais Doué et Dembélé ont envoyé le PSG en demi-finale. Et Real Madrid-Dortmund, victoire 3-2 de Dortmund. Avec Gonzalo Garcia qui a encore marqué. Et ce magnifique ciseau de Kylian Mbappé, ce ciseau magnifique. Et en plus, il célèbre en hommage à Diogo Jota, comme Ousmane Dembélé l'a fait contre le Bayern. En demi-finale, maintenant, Fluminense-Chelsea. Victoire 2-0 de Chelsea, méritée avec un doublé de Joao Pedro. 2 bangers qui met Joao Pedro, vraiment super recrue. Et 4-0 pour le PSG face au Real Madrid. Une déroute, il n'y a pas eu débat. PSG Real, 4-0 Paris. Et encore, Paris s'est géré en deuxième mi-temps. Ils auraient pu en mettre plus, notamment s'il n'y aurait pas eu Thibaut Courtois. Et la finale, malheureusement, je suis dépité, mais c'est la loi du football. Chelsea qui a terrassé le PSG 3-0. Une victoire amplement méritée, on va pas faire les menteurs. Chelsea a amplement mérité. Évidemment, le PSG avait des circonstances atténuantes. Ils étaient quand même très fatigués, ils ont quand même fait une saison à 70 matchs. Et ceux qui me diront que Chelsea aussi ont joué le même nombre de matchs, ok, mais la Conference League, vraiment, même tu voyais qu'en Conference League, Chelsea faisait tourner toujours leur effectif. Donc en vrai, la Conference League, c'est vraiment pas comparable avec le niveau de la Ligue des Champions. Donc en vrai, ils ont joué que la Première Ligue à fond. Sinon, la Conference League, ils ont fait tourner toute la compétition. Donc le PSG était beaucoup plus fatigué dans les jambes. Donc le PSG était très fatigué. Il n'y avait pas Pacho. C'était pas un grand PSG. C'était un PSG aussi qui était beaucoup provoqué par les joueurs de Chelsea. Et ils sont tombés dans le piège aussi de Chelsea. Chelsea qui a tout fait pour énerver les joueurs parisiens. Ce qui est très malin de leur part. Et le PSG est assez tombé dedans, notamment avec le carton rouge de João Neves. Même si moi, honnêtement, je suis d'accord avec João Neves, parce qu'au départ, c'est Kukuria qui vient l'embêter, lui mettre un coup de tête, un coup d'épaule. Après, João Neves lui tire les cheveux. C'était pas un geste utile, vraiment, mais sous le coup de l'énervement, on peut pas lui en vouloir. Donc, ils ont réussi à sortir de leur match, les Parisiens aussi. Donc, il y a des circonstances atténuantes à ce PSG-là, mais Chelsea a vraiment été top, top, top. Ils ont vraiment fait la tactique, en fait, qu'aucun club n'avait dit. L'avait fait en fait parce que dans chaque grand match que le PSG faisait, que ce soit contre le Real, contre le Bayern, contre l'Arsenal, l'Inter ou quoi, Liverpool ou quoi, en fait, ce qui était vraiment très perturbant pour l'adversaire, c'était que à chaque fois, le PSG, ça interchangeait de place. Des fois, c'était Vitinha qui redescendait, des fois, c'était João Neves, des fois, c'était Fabian, des fois, Doué était à gauche, Doué il est à droite, Doué il en faux neuf, Dembélé il est à droite, Dembélé il est en neuf, Gvara il est à droite, Gvara il est à gauche, Barcola il est à droite, Barcola il est à gauche. En fait, c'était toujours interchangeable. Hakimi, des fois, il était ailier. Nuno Mendes, des fois, il était ailier. Vitinha, il est passé défenseur central dans une défense à 3. En fait, c'était vraiment très interchangeable et du coup, l'adversaire ne pouvait pas s'adapter parce que à chaque fois, tu avais un adversaire différent et du coup, les joueurs adverses hésitaient parce que du coup, par exemple, si le latéral du Real, Alexander Arnold, il doit marquer Kvaratskhelia, mais si Kvara il va à droite, est-ce que Arnold il doit se dire est-ce que je vais le suivre parce que c'est mon joueur ou est-ce que je reste là parce que c'est mon poste? Il hésite et pendant ce temps-là, le PSG marque. Et c'est vraiment ça la force du PSG tactique. Et Chelsea, ça, ils ont réussi à le contrer. Parce que par exemple, Gvara était à gauche. S'il allait Gvara était à gauche et Malo Gusto était le latéral droit qui devait prendre Gvara, bah si Gvara allait à droite, Malo Gusto le suivait. Et ça, c'était vraiment une tactique que Chelsea a très bien étudiée. On a vraiment vu que Chelsea a vraiment beaucoup bossé en interne avec Maresca qui a vraiment bien réussi à contrer le système parisien, la structure parisienne. Vraiment Maresca qui a vraiment très très bien préparé son match et c'est ce qui a tout fait en vrai. La préparation du match de Maresca était parfaite. Ils ont réussi après à très bien l'exécuter avec un top Cole Palmer. Palmer, les gars, oh là là, mais quel poulet ce joueur. Ah, Palmer doublé, deux fois le même but.
c'est trop fort Palmer. Et Joao Pedro, lui, vient d'arriver, il connaît pas le mot adaptation. En fait, Joao Pedro, il est arrivé à Chelsea pour 60 millions et il connaît pas le mot adaptation. Il arrive en pleine compète, il arrive en pleine compétition en demi-finale. Demi-finale, il te plante un doublé qui qualifie Chelsea. Et en finale, il te plante encore un but magnifique en lobe. Magnifique. Chelsea méritait sa victoire. Paris qui finit du coup vice-champion du monde. Ça reste quand même une belle performance parce que quand même, pour une compétition de fin de saison, on a quand même réussi à se venger de Lionel Messi, à battre le Bayern Munich, à battre le Real et se venger d'Mbappé. Donc on a quand même fait une belle compète. Mais malheureusement, la saison se finit pas sur la meilleure des manières. Maintenant, on va passer au trophée. Tout simplement au trophée. Donc on va commencer par le trophée du meilleur coach. Donc avant la finale face à Chelsea, j'aurais donné le trophée du meilleur coach à Luis Enrique, mais avec cet avant-match, en fait, avec cette préparation de match de Maresca, je suis obligé de donner cette récompense à Maresca. Meilleur coach Maresca, je l'aurais donné à Luis Enrique avant la finale, mais avec cette préparation de match de cette finale, il avait tout compris à la tactique parisienne, il a tout compris comment fallait les contrer. Donc meilleur coach Maresca avec Luis Enrique en second. En meilleur jeune, donc le meilleur jeune, moi honnêtement j'hésite parce qu'en vrai en jeune il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes qui ont vraiment réussi à impacter cette compétition. Estevao, je l'attendais, il a marqué un but, mais c'est tout. Mastantuono, il a malheureusement pas été décisif. Doué fait une belle compétition, mais en 7 matchs, un but c'est quand même assez léger. Donc moi honnêtement je donnerais le trophée de meilleur jeune. Honnêtement moi je le donnerais, même si en fait moi je donnerais à Yildiz dans le sens où il a joué que 4 matchs, il s'est fait éliminer en 8ème, il a joué que 4 matchs, mais en 4 matchs il a marqué 3 buts et fait une passe D. Donc, mais vas-y, je vais faire mon top 3, je vais mettre en numéro 1 João Neves. João Neves, je le mets premier, tout simplement parce qu'il a été décisif, il fait quand même il marque 2 buts face à Miami, il fait une passe D face au Bayern, donc il a été décisif. Et surtout dans le jeu, João Neves était hyper important dans cette compétition. Donc je mettrais João Neves en 1, Désiré Doué en 2 et Yildiz en 3. Yildiz est un top joueur. Yildiz, les gars, même Arda Güler. En vrai, les deux Turcs là, Arda Güler et Yildiz, oh là là. Dommage que leurs deux équipes ne sont pas allées vraiment au bout de cette compétition. La Juve qui s'est fait éliminer assez prématurément et le Real qui se sont fait éliminer en demi, mais d'une façon humiliante. Donc c'est dommage pour Arda et Yildiz. Mais Arda Güler, utilisé dans ce rôle de milieu de terrain, un peu numéro 6, Regista, c'est très très fort. Il manque encore de bagage physique. Arda Güler, on l'a vu contre le PSG. Mais c'est un super joueur et il a vraiment beaucoup gagné de points dans cette compétition. Et Yildiz, les gars, alors lui, le meilleur joueur de la Juve. Ah, Yildiz. Quel joueur c'est Yildiz. Oh là là. Yildiz, Arda Güler, je vous attends l'année prochaine. Yildiz et Arda Güler, je veux vous voir dans le top 30 Ballon d'Or l'année prochaine. Et ouais. Je mise gros sur Yildiz Arda Güler. Mais je mettrai quand même João Neves, meilleur jeune, et Désiré Doué en deuxième. Même mention honorable pour Arda Güler et Yildiz. Maintenant, pour le trophée de la révélation, là pour moi il n'y a pas de débat. Meilleure révélation, c'est Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia qui a sorti une top compétition. 6 matchs, 4 buts, une passe D. Il marque contre Al-Hilal. Il fait une passe D contre Pachuca. Il marque contre Salzbourg. Il marque contre Dortmund. Il marque contre la Juve. Il marque pas contre le PSG, mais de toute façon, contre le PSG, tous les joueurs du Real étaient quasiment tous nuls, pratiquement, sauf Courtois. Donc Gonzalo Garcia qui a vraiment sorti une top compétition. Avant le début de la compétition, très peu de gens le connaissaient. Et grâce à la maladie de Kylian Mbappé, il a pu très bien profiter et marquer cette compétition de son empreinte. Et pour moi, il a misé vraiment sur une place de titulaire l'année prochaine. Et moi, comme j'ai dit dans mon mercato idéal du Real Madrid, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo. Mais moi, j'avais dit qu'avec cette compétition que Gonzalo Garcia a fait, avec le besoin du Real Madrid, c'était un numéro 9, vraiment un vrai 9. Bah pour moi, Gonzalo Garcia devait être titulaire l'année prochaine. Et je maintiens ses propos. Donc, meilleure révélation, Gonzalo Garcia, sans débat. Après, pour finir, le trophée du meilleur gardien. On va d'abord dire le trophée du meilleur gardien. Robert Sanchez, il a sorti vraiment la finale de sa vie.
Il a vraiment sorti le match de sa vie, vraiment, en finale. Donc, il mérite ce trophée. Et meilleur joueur, bah là, il y a plusieurs candidats. Il y a Gonzalo Garcia. Mais pour moi, en fait, il y a Gonzalo Garcia. Il y a quand même Dembélé qui a quand même marqué 2 buts très importants. Il y a eu Guevara, João Neves, Vitinha. Il y a plein de joueurs, hein, que ce soit du Real, de Chelsea, du Real, de Paris, du Bayern ou quoi. Mais en fait, pour moi, le trophée du meilleur joueur d'une compétition doit aller au meilleur joueur de l'équipe qui a gagné la compétition. Et pour moi, le meilleur joueur de Chelsea dans cette compétition, évidemment que c'est Cole Palmer, qui a marqué un but en phase de poule, qui a fait une finale. J'ai rien à dire. Palmer, c'est exceptionnel la finale qu'il a sortie. C'est même pas exceptionnel, c'est historique. C'est un énorme joueur. Vraiment top player, Cole Palmer. Donc il mérite ce trophée de meilleur joueur pour moi. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez longue vous aura plu. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. C'était à 10 les amis. Prenez soin de vous. Ciao.